Le 14 juillet 1979, 4 jeunes étudiants quittent Marseille pour une randonnée dans le massif de la Sainte-Baume. Luc Fontaine, 19 ans, étudiant en médecine. Marc Lefebvre, 20 ans, futur ingénieur. Sophie Garnier, 18 ans, passionnée de littérature. Antoine Chevalier, 19 ans, étudiant en droit. 4 amis inséparables depuis l'enfance dans les quartiers de La Timone et Saint-Barnabé. 4 vies pleines de promesses. Ils ne reviendront jamais. 25 ans plus tard, en octobre 2004, un chasseur découvre un sac à dos à moitié enterré dans une zone reculée du massif, à plus de 8 kilomètres du sentier principal. À l'intérieur, des cartes d'identité, des photos et un carnet qui contenait des mots que personne n'aurait jamais dû lire. Des mots qui révélaient que ce jour de juillet n'était pas ce que tout le monde avait cru pendant un quart de siècle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces montagnes? Pourquoi ces 4 jeunes gens ont-ils disparu sans laisser la moindre trace pendant 25 ans? Et surtout, que contenait ce carnet qui a forcé les enquêteurs à tout reconsidérer? Avant de continuer avec cette histoire qui a bouleversé Marseille, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Marseille, été 1979. La ville vibre sous le soleil méditerranéen, ses ruelles étroites sentent le pastis et la bouillabaisse. Le quartier de La Timone, situé dans le 9e arrondissement, abrite une population majoritairement ouvrière et commerçante. Les familles se connaissent depuis des générations. On se salue dans les rues, on fait ses courses chez les mêmes commerçants depuis des décennies. C'est dans ce tissu social serré que nos 4 jeunes ont grandi. Luc Fontaine était le fils de Claudine et Robert Fontaine, propriétaires d'une petite épicerie sur la rue Émile Duclos. Un commerce familial qui existait depuis 1943, ayant survécu à la guerre et aux transformations de la ville. Luc était un garçon brillant, toujours premier de sa classe. En 1978, il avait été admis à la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille, un accomplissement immense pour une famille modeste. Sa mère en parlait avec fierté à chaque client qui entrait dans la boutique. Son père, plus réservé, gardait néanmoins une copie du relevé de notes de son fils derrière le comptoir. Marc Lefebvre habitait à 3 rues de là, dans un petit appartement, au 3e étage d'un immeuble qui donnait sur le boulevard de la Barrasse. Son père travaillait au chantier naval de La Ciotat. Sa mère était couturière à domicile. Marc et Luc s'étaient rencontrés à l'école primaire en 1966 et ne s'étaient plus jamais quittés. Contrairement à Luc, Marc était plus réservé, plus réfléchi. Il étudiait l'ingénierie mécanique, rêvant de travailler un jour dans l'aéronautique. Il passait des heures à dessiner des plans de machines complexes dans des cahiers qui couvraient entièrement son bureau. Sophie Garnier vivait dans le quartier de Saint-Barnabé, à environ 4 kilomètres de La Timone. Son père, Henri Garnier, possédait une petite entreprise de mécanique automobile sur la route d'Alauch. C'était un homme dur au travail, mais tendre avec sa fille unique. Sophie avait rencontré Luc lors d'une soirée organisée par des amis communs en 1977. Leur relation s'était développée lentement, naturellement. Elle étudiait les lettres modernes à l'université, écrivait de la poésie qu'elle ne montrait qu'à Luc et rêvait de devenir enseignante. Elle portait toujours un petit carnet bleu dans son sac où elle notait des observations sur les gens, les lieux, des fragments de phrases qu'elle entendait dans la rue. Antoine Chevalier était différent des 3 autres. Sa famille habitait dans le 8e arrondissement, quartier plus aisé proche du parc Borély. Son père était notaire, associé dans une étude prestigieuse du Vieux-Port. Antoine étudiait le droit, suivant une tradition familiale qui remontait à 3 générations. Il avait rencontré Marc et Luc au lycée Périer en 1975. Où il avait été admis grâce aux excellents résultats scolaires de son collège privé. Au début, la différence sociale créait une certaine distance. Mais Antoine avait une sincérité désarmante, une curiosité authentique pour les gens, et petit à petit, il était devenu partie intégrante du groupe.
Les quatre amis se retrouvaient régulièrement au café Le Central, sur la place Jean Jaurès, près de la gare Saint-Charles. Ils y passaient des heures à discuter de leurs études, de leurs rêves, de politique, de cinéma. La France de 1979 était encore marquée par les bouleversements sociaux des années précédentes. Les discussions étaient passionnées, parfois houleuses, mais toujours respectueuses. Marc penchait vers la gauche, influencé par son milieu ouvrier. Antoine, malgré son origine bourgeoise, questionnait les structures sociales avec une intensité qui surprenait son père. Luc restait pragmatique, focalisé sur ses études, convaincu qu'il pouvait changer les choses en devenant un bon médecin. Sophie observait, écoutait, notait dans son carnet bleu. L'été 1979 s'annonçait particulièrement chaud. Les météorologues prévoyaient des températures dépassant les 35 degrés dans tout le sud de la France. Les examens universitaires s'étaient terminés fin juin. Luc avait brillamment réussi sa première année de médecine. Marc avait validé son année d'ingénierie avec mention. Sophie avait obtenu d'excellentes notes en littérature comparée. Antoine, lui, avait eu plus de difficultés, devant repasser un examen de droit civil en septembre, ce qui le préoccupait beaucoup. Pour fêter la fin de l'année universitaire et profiter de l'été avant la rentrée, les quatre amis avaient décidé d'organiser une randonnée dans le massif de la Sainte-Baume. Ce massif montagneux, situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Marseille, culmine à plus de 1100 mètres d'altitude avec le signal des Béguines. C'est un lieu chargé d'histoire, abritant notamment la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, lieu de pèlerinage depuis le Moyen-Âge. Les forêts de hêtres et de chênes offrent une fraîcheur bienvenue pendant les étés torrides du sud. Les sentiers y sont nombreux, certains bien balisés, d'autres plus sauvages. Luc connaissait bien la région. Son oncle maternel possédait une petite maison à Plan-d'Aube-Sainte-Baume, un village niché au pied du massif. Enfant, Luc y passait une partie de ses vacances d'été. Il avait exploré les sentiers, appris à reconnaître les plantes médicinales qui poussaient dans la forêt, une passion qui nourrissait sa vocation médicale. C'est lui qui avait proposé cette excursion, assurant que le cadre était magnifique et que la randonnée serait facile, adaptée à tous les niveaux. Le 14 juillet 1979 était un samedi, la fête nationale française. Marseille s'apprêtait à célébrer avec les traditionnels feux d'artifice sur le vieux port le soir. Mais les quatre amis avaient d'autres projets. Ils voulaient échapper à la foule, trouver la tranquillité des montagnes. Le rendez-vous avait été fixé à 7 heures du matin devant l'épicerie des Fontaines. Marc possédait une Renault 12 de 1975, une voiture bleue que son père lui avait cédée l'année précédente. Claudine Fontaine avait préparé des sandwichs au jambon et des fruits pour le pique-nique. Elle se souvenait parfaitement de ce matin-là. Elle avait embrassé son fils sur le front, lui rappelant de faire attention, de ne pas prendre de risques inutiles. Luc avait ri, l'assurant qu'il serait de retour avant la tombée de la nuit. Ils étaient partis à 7h20 précisément. Madame Torres, la voisine d'en face, les avait vus monter dans la voiture. Elle arrosait ses plantes sur son balcon. Elle se rappelait que Sophie portait un chemisier blanc et un jean, que Luc avait un sac à dos rouge, que les garçons riaient de quelque chose. La voiture avait démarré dans un nuage de fumée bleue, caractéristique du vieux moteur. Le trajet jusqu'à Plan-d'Aube-Sainte-Baume prenait environ 50 minutes par l'autoroute A50, puis la départementale. Ils devaient emprunter la route qui serpente à travers les collines, traverser Aubagne, puis monter vers le massif. La route était sinueuse, mais bien entretenue. À 8h45, ils s'étaient arrêtés à une station-service à Gémenos pour faire le plein d'essence. Le pompiste, un homme du nom de Gilberte Pastore, se souvenait d'eux. Il avait servi Marc, qui avait payé avec un billet de 100 francs. Les trois autres étaient descendus de la voiture pour s'étirer les jambes. Pastor se rappelait que l'ambiance était joyeuse, qu'ils avaient acheté des bouteilles d'eau et des barres de chocolat. Rien d'inhabituel, rien qui laissait présager ce qui allait suivre.
Ils étaient arrivés à Plan d'Aube-Sainte-Baume vers 9h30. Le village était calme ce matin-là. La plupart des habitants étaient encore chez eux ou se préparaient pour les festivités du 14 juillet. La voiture de Marc avait été garée sur un petit parking de terre battue situé à l'entrée d'un sentier appelé le Chemin des Rois. Ce sentier, utilisé depuis des siècles par les pèlerins se rendant à la grotte, montait progressivement à travers la forêt jusqu'à un plateau offrant une vue panoramique sur la vallée. 2 témoins les avaient aperçus démarrer leur randonnée. Bernard Salvatori, un retraité du village qui promenait son chien, les avait croisés au début du sentier. Il avait échangé quelques mots avec eux, leur indiquant que le temps était idéal pour la marche, que la température resterait supportable à l'ombre des arbres. Il avait remarqué qu'ils étaient bien équipés. Bonnes chaussures de marche, sac à dos, gourde. Luc portait une carte topographique à la main. Marie Castellan, une habitante qui rentrait de faire ses courses, les avait également vus vers 9h45. Elle se souvenait qu'ils semblaient en pleine forme, discutant avec animation. Elle avait pensé qu'il était agréable de voir de jeunes gens choisir la nature plutôt que les festivités bruyantes de la ville. C'était la dernière fois que quelqu'un les voyait vivants. Les heures suivantes devaient être reconstituées à partir de suppositions et d'indices fragmentaires. Le sentier des Rois monte pendant environ 4 kilomètres à travers une forêt dense de chênes verts et de pins d'Alep. Par endroits, la pente devient raide. En 1979, le sentier était bien marqué mais peu fréquenté en dehors des périodes de grand pèlerinage. En ce 14 juillet, il devait être pratiquement seul sur ce chemin. Ce soir-là, Claudine Fontaine commença à s'inquiéter vers 21h. Luc lui avait dit qu'il rentrerait pour le dîner. Elle avait préparé de la daube provençale, le plat préféré de son fils. 22h, toujours rien. Elle téléphona chez les Lefebvre. Personne n'avait de nouvelles de Marc. Elle appela ensuite chez les Garnier. Henri décrocha immédiatement. Non, Sophie n'était pas rentrée non plus. L'inquiétude commençait à monter. À 23h, Henri Garnier décida de contacter la gendarmerie. L'officier de permanence, le brigadier Lombarde, prit note de la déclaration mais expliqua que les disparitions d'adultes n'étaient considérées comme préoccupantes qu'après 24 heures. Il suggéra que les jeunes avaient peut-être décidé de camper pour la nuit, ou qu'ils avaient eu un problème mécanique avec la voiture. Il promit néanmoins de transmettre l'information. Le lendemain matin, le 15 juillet, à l'aube, les 3 familles se retrouvèrent devant la gendarmerie de Marseille. Personne n'avait dormi. Les visages étaient marqués par l'angoisse et la fatigue. Robert Fontaine, d'habitude si réservé, tremblait en remplissant les formulaires de déclaration de disparition. La mère de Marc, Jeannette Lefebvre, pleurait silencieusement, serrant un mouchoir entre ses mains. Henri Garnier, le visage fermé, exigeait qu'on envoie immédiatement des équipes de recherche. L'inspecteur Jean Moretti fut assigné au cas. C'était un homme de 45 ans, 20 années d'expérience dans la police judiciaire de Marseille. Il avait vu beaucoup de disparitions dans sa carrière. La plupart se résolvaient dans les 48 heures, fugues adolescentes, disputes familiales, accidents bénins, mais quelque chose dans cette affaire le préoccupait. 4 jeunes gens, étudiants brillants, issus de familles stables, disparaissant ensemble lors d'une simple randonnée. Ce n'était pas le profil habituel. À 9h du matin, une équipe de gendarmes se rendit à Plan d'Aube-Sainte-Baume. Ils trouvèrent la Renault 12 exactement où Marc l'avait garée, sur le parking du Chemin des Rois. Les portières étaient verrouillées. À l'intérieur, rien d'anormal. Les clés n'étaient pas sur le contact. Moretti fit ouvrir le véhicule. Sur le siège arrière, un pullover appartenant à Sophie. Dans la boîte à gants, la carte grise du véhicule, quelques papiers de bonbons, un plan routier de la région. Le réservoir contenait encore la moitié du plein d'essence fait la veille à Gémenos. Les recherches commencèrent immédiatement sur le Chemin des Rois. Une vingtaine de gendarmes, accompagnés de volontaires du village, entreprirent de parcourir le sentier et ses environs. La forêt était dense, la chaleur écrasante malgré l'ombre des arbres. Ils progressaient lentement, inspectant chaque zone, appelant les noms des 4 disparus.
Le silence de la montagne leur répondait. À 2 kilomètres du départ du sentier, près d'un petit ruisseau asséché par la chaleur de l'été, un gendarme trouva quelque chose. Une bouteille d'eau en plastique, à moitié vide, posée sur une pierre plate. La marque correspondait à celle achetée la veille à la station-service de Gémenos. C'était le premier indice concret. Moretti fit immédiatement intensifier les recherches dans cette zone. Pendant 3 jours, du 15 au 17 juillet, les recherches se poursuivirent avec une intensité croissante. Des équipes cynophiles arrivèrent de Toulon avec des chiens spécialement entraînés pour la recherche de personnes. Les chiens suivirent des pistes qui semblaient prometteuses, mais se perdaient invariablement dans les zones rocheuses où les odeurs ne se conservaient pas. Un hélicoptère de la gendarmerie survola le massif, cherchant des signes de vie, des vêtements colorés, n'importe quoi qui pourrait indiquer la présence des 4 jeunes. Le 18 juillet, Moretti organisa une conférence de presse à la mairie de Plan-d'Aube-Sainte-Baume. Les journaux locaux, La Provence et Le Méridional, envoyèrent des reporters. La télévision régionale FR3 Méditerranée filma les familles, lançant des appels désespérés. Claudine Fontaine, le visage ravagé par les larmes, suppliait son fils de donner signe de vie. Henri Garnier, la voix brisée, offrait une récompense de 10 000 francs pour toute information menant à retrouver les jeunes gens. Les théories commencèrent à circuler dans Marseille. Certains parlaient d'un accident, d'une chute collective dans une crevasse non répertoriée. D'autres évoquaient une fugue volontaire, suggérant que les 4 amis avaient peut-être décidé de tout quitter pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Les plus sombres murmuraient des histoires d'enlèvement, de crimes crapuleux, bien qu'aucune demande de rançon ne fût jamais reçue. Moretti explorait toutes les pistes. Il interrogea les familles en profondeur, cherchant des signes de problèmes financiers, de conflits, de raisons qui auraient pu pousser les jeunes à disparaître volontairement. Il ne trouva rien. Les relevés bancaires montraient des comptes normaux. Les témoignages des amis et professeurs décrivaient 4 étudiants équilibrés, heureux, tournés vers l'avenir. L'inspecteur découvrit néanmoins quelques éléments troublants. Antoine Chevalier devait repasser un examen en septembre. Son père, maître Chevalier, avait fait pression sur lui pour qu'il réussisse absolument. Lors d'un dîner familial début juillet, il y avait eu une dispute violente. Antoine avait crié qu'il en avait assez des attentes impossibles, qu'il voulait vivre sa vie. Mais cela suffisait-il à expliquer une disparition? Moretti apprit également que la relation entre Luc et Sophie connaissait quelques tensions. Une amie de Sophie, Véronique Santelli, confia à l'inspecteur que Sophie s'était plainte, quelques semaines avant la disparition, que Luc devenait distant, trop absorbé par ses études de médecine. Mais là encore, rien qui semblait justifier une fuite dramatique. À la fin du mois de juillet, après 2 semaines de recherches intensives mobilisant plus de 100 personnes, les autorités durent se rendre à l'évidence. Aucune trace des 4 jeunes gens n'avait été trouvée au-delà de cette bouteille d'eau. Le massif de la Sainte-Baume couvre plusieurs centaines d'hectares de terrain accidentés. Il contient des grottes, des ravins, des zones presque impénétrables. Les recherches ne pouvaient continuer indéfiniment avec la même intensité. Le 3 août, Moretti réunit les familles dans son bureau. Il leur expliqua que les recherches actives allaient être suspendues, mais que le dossier resterait ouvert. Toute nouvelle information serait immédiatement investiguée. Les familles étaient dévastées. Pour elles, suspendre les recherches équivalait à abandonner leurs enfants. Les mois qui suivirent furent un cauchemar pour les 3 familles. L'automne 1979 arriva avec ses pluies qui nettoyaient Marseille de la poussière de l'été. Mais rien ne pouvait laver la douleur qui s'était installée dans les foyers des Fontaine, des Lefebvre, des Garnier et des Chevalier. Claudine Fontaine ne pouvait plus travailler normalement à l'épicerie. Elle sursautait chaque fois que la porte s'ouvrait, espérant voir entrer son fils. Elle avait gardé la chambre de Luc exactement comme il l'avait laissée. Ses livres de médecine étaient encore ouverts sur le bureau, ses notes étalées, comme s'il allait revenir d'un instant à l'autre pour continuer à étudier. Robert essayait de maintenir une façade de normalité, mais les clients remarquaient qu'il avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses mains tremblaient quand il rendait la monnaie.
Jeannette Lefebvre sombra dans une dépression profonde. Elle refusait de sortir de chez elle, passait ses journées assise près de la fenêtre, fixant la rue, attendant Marc. Son mari, Georges, continuait à travailler au chantier naval, mais ses collègues notaient qu'il était devenu silencieux, absent. Le soir, il buvait plus que de raison, essayant de noyer le vide insupportable laissé par l'absence de son fils unique. Henri Garnier réagit différemment. La douleur se transforma en colère froide. Il ne pouvait accepter l'idée que sa fille ait simplement disparu sans explication. Il entreprit ses propres recherches. Chaque week-end, il se rendait au massif de la Sainte-Baume, parcourant les sentiers avec une obstination presque maniaque. Il interrogeait les randonneurs, les chasseurs, les habitants du village. Il placardait des affiches avec la photo de Sophie sur tous les arbres, tous les murs. Sa femme, Martine, le suppliait de cesser de faire le deuil, mais il refusait. « Je ne l'enterrerai pas sans corps », répétait-il. Maître Chevalier, le père d'Antoine, adopta une attitude différente. Homme pragmatique et rationnel, il consulta des détectives privés, offrit des récompenses substantielles pour toute information. Il utilisa ses relations dans le milieu judiciaire pour maintenir la pression sur l'enquête. Mais sous ce masque d'efficacité se cachait une culpabilité dévorante. Sa dernière conversation avec Antoine avait été cette dispute violente. Il ne lui avait jamais dit qu'il l'aimait, qu'il était fier de lui, malgré cet examen raté. Cette pensée le hantait chaque nuit. Dans les quartiers de la Timone et Saint-Barnabé, l'ambiance avait changé. Les gens parlaient à voix basse. Les parents surveillaient leurs enfants avec une anxiété nouvelle. Comment 4 jeunes gens pouvaient-ils simplement s'évaporer? Si cela pouvait leur arriver, cela pouvait arriver à n'importe qui. Une peur diffuse s'était installée dans la communauté. Les années passèrent avec une lenteur cruelle. En 1980, 1 an après la disparition, les familles organisèrent une cérémonie commémorative à l'église Notre-Dame de la Garde, la basilique qui surplombe Marseille. Des centaines de personnes vinrent, amis, voisins, anciens camarades de classe. On pria pour le repos des âmes des 4 disparus, bien qu'officiellement ils ne fussent pas déclarés morts. C'était une façon pour la communauté de faire son deuil, même sans corps, même sans réponse. Moretti continuait à recevoir régulièrement des coups de fil des familles. Y avait-il du nouveau? Avait-on vérifié telle ou telle piste? Il devait à chaque fois admettre qu'il n'y avait rien de concret. Le dossier restait ouvert sur son bureau, mais sans nouvel élément, l'enquête était dans l'impasse. Il avait interrogé plus de 200 personnes. Il avait exploré toutes les hypothèses rationnelles, mais les 4 jeunes restaient introuvables. En 1984, 5 ans après la disparition, une procédure légale fut entamée pour déclarer les 4 jeunes officiellement décédés. C'était nécessaire pour des raisons administratives, pour permettre aux familles de régler les questions d'héritage, de clôturer des comptes, d'avancer dans le processus de deuil. Claudine Fontaine refusa de signer les documents pendant des mois. Accepter que Luc soit légalement mort, c'était abandonner le dernier espoir qu'il puisse un jour franchir à nouveau la porte de l'épicerie. Les relations entre les familles évoluèrent de manière complexe. Au début, elles se soutenaient mutuellement, unies par la tragédie commune. Mais avec le temps, des tensions apparurent. Henri Garnier reprochait aux Fontaines de ne pas assez chercher, de s'être résigné trop vite. Maître Chevalier, habitué à contrôler les situations, devenait impatient avec les débordements émotionnels des autres. Jeannette Lefebvre, enfermée dans sa dépression, ne pouvait plus participer aux réunions familiales. Petit à petit, chaque famille se referma sur elle-même, portant sa douleur en silence. En 1990, 11 ans après les faits, Moretti prit sa retraite. Il transmit le dossier à un jeune inspecteur, Vincent Mercier, fraîchement arrivé de Lyon. Mercier parcourut les centaines de pages de rapports, d'interrogatoires, de notes. Il fut frappé par le professionnalisme de son prédécesseur, mais aussi par l'absence totale d'indices concrets au-delà de cette bouteille d'eau trouvée le premier jour. Comment 4 personnes pouvaient-elles disparaître aussi complètement? Mercier décida de reprendre certains éléments de base. Il retourna au massif de la Sainte-Baume, parcourut le chemin des Rois,
interrogea à nouveau les quelques témoins encore vivants et disponibles. Bernard Salvatori, le retraité qui les avait vus le matin de leur départ, était maintenant un vieil homme de 75 ans. Sa mémoire était moins précise, mais il maintenait qu'ils semblaient parfaitement normaux, heureux même. Marie Castellan, l'autre témoin, était décédée en 1986. Les années 90 passèrent. Marseille changeait. De nouveaux immeubles remplaçaient les vieux quartiers. Les enfants qui jouaient dans les rues en 1979 étaient maintenant des adultes avec leur propre famille. Mais dans certaines maisons, le temps s'était arrêté en juillet 1979. Claudine Fontaine était devenue une vieille femme fragile. Robert était mort d'un infarctus en 1996, usé par le chagrin. L'épicerie avait été vendue. Claudine vivait maintenant seule dans un petit appartement, entourée de photos de Luc à tous les âges. Elle ne sortait presque plus, passait ses journées à regarder par la fenêtre, comme si, après toutes ces années, elle attendait encore que son fils rentre. Georges Lefebvre avait lui aussi décédé en 1988 d'une cirrhose. L'alcool avait fini par avoir raison de lui. Jeannette vivait chez sa sœur, dans un état de semi-conscience, sous médicaments, incapable de fonctionner normalement. Elle ne parlait plus de Marc, comme si son esprit avait effacé cette partie trop douloureuse de sa mémoire. Henri Garnier, maintenant dans la soixantaine, continuait ses recherches. Moins fréquemment, mais il ne s'était jamais vraiment arrêté. Chaque nouvelle technologie, chaque nouveau développement dans les techniques de recherche lui donnait un espoir renouvelé. Il avait contacté des associations de familles de disparus, participé à des émissions de télévision sur les cold cases. Martine était restée à ses côtés, mais leur mariage était devenu une coquille vide, unie seulement par ce deuil partagé. Maître Chevalier avait continué sa carrière de notaire, mais quelque chose en lui s'était brisé. Il avait développé une réputation d'homme dur, intransigeant, peut-être pour cacher la vulnérabilité qu'il ressentait depuis la disparition d'Antoine. Il avait créé une fondation pour aider les familles de personnes disparues, y investissant beaucoup d'argent et d'énergie. C'était sa façon de donner un sens à la perte de son fils. Octobre 2004, 25 ans, 3 mois et 12 jours après la disparition. Pascal Arnaud avait 52 ans. Il était chasseur depuis sa jeunesse, connaissant le massif de la Sainte-Baume comme sa poche. Il chassait le sanglier, respectant scrupuleusement les saisons et les réglementations. Ce dimanche matin du 10 octobre, il s'était enfoncé dans une zone du massif qu'il connaissait moins, cherchant de nouveaux territoires de chasse pour la saison à venir. Il était environ 10 heures du matin. Le soleil d'automne filtrait à travers les arbres dont les feuilles commençaient à jaunir. Pascal progressait lentement, son fusil en bandoulière, observant les traces d'animaux sur le sol. Il se trouvait à environ 8 kilomètres, à vol d'oiseau du chemin des Rois, dans une zone dense, rarement visitée. Le terrain était accidenté, parsemé de rochers couverts de mousse et de lichen. C'est son chien, un épagnol breton nommé Oscar, qui remarqua quelque chose en premier. Le chien commença à gratter frénétiquement au pied d'un gros rocher, gémissant d'excitation. Pascal s'approcha, intrigué. Oscar avait un excellent flair, mais d'habitude, il réagissait ainsi pour du gibier. Là, il semblait avoir trouvé autre chose. Pascal écarta des branches mortes et des feuilles accumulées. C'est alors qu'il vit un bout de tissu décoloré dépassant de la terre. Il gratta doucement avec ses mains, dégageant progressivement l'objet. C'était un sac à dos. Un vieux sac à dos de randonnée, rouge délavé, à moitié enterré, recouvert de terre et de végétation. Les sangles étaient pourries par l'humidité et les années. Le tissu se désintégrait par endroits. Pascal sentit son cœur s'accélérer. En tant que chasseur expérimenté, il savait qu'il ne devait pas toucher davantage à cet objet. Cela pouvait être une pièce à conviction. Il sortit son téléphone portable et composa le numéro de la gendarmerie de Plan d'Aube Sainte-Baume. 2 heures plus tard, le capitaine Vincent Mercier, maintenant âgé de 44 ans et chef de la brigade criminelle de Marseille, arrivait sur les lieux avec une équipe technique. Pascal Arnaud les attendait, ayant balisé la zone avec du ruban orange qu'il utilisait habituellement pour marquer ses territoires de chasse.
Mercier s'accroupit près du sac. Même avant de l'ouvrir, il avait un pressentiment. Un sac à dos rouge de randonnée, enterré dans le massif de la Sainte-Baume. Il se souvenait du dossier qu'il avait hérité de Moretti 14 ans plus tôt. Un des détails mentionnés était que Luc Fontaine portait un sac à dos rouge le jour de la disparition. Avec des gants de latex, Mercier dégagea soigneusement le sac de son emplacement. Il était étonnamment lourd. L'humidité du sol l'avait préservé partiellement, créant une sorte de coque protectrice autour du contenu. Le capitaine ouvrit lentement la fermeture éclair principale, qui résista avant de céder avec un bruit sec. À l'intérieur, plusieurs objets, des vêtements décomposés, méconnaissables, un appareil photo argentique dans son étui en cuir, miraculeusement intact, des papiers plastifiés, et un petit carnet bleu avec une couverture rigide, protégé dans un sac en plastique transparent qui avait empêché l'eau de le détruire complètement. Mercier sortit d'abord les papiers plastifiés. C'étaient des cartes d'identité. 4 cartes d'identité françaises. Il les examina une par une, son visage devenant de plus en plus grave. Luc Fontaine, Marc Lefebvre, Sophie Garnier, Antoine Chevalier. Les photos jaunies montraient 4 jeunes visages souriants. Les dates de naissance confirmaient leurs âges. Les cartes avaient été émises en 1978. Mercier sentit un frisson le parcourir. Après 25 ans, voilà enfin une trace concrète. Mais cette découverte soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Pourquoi ce sac était-il à 8 kilomètres du sentier où ils avaient été vus pour la dernière fois? Pourquoi était-il à moitié enterré? Et surtout, où étaient les corps? Il examina ensuite l'appareil photo. C'était un Kodak Instamatic, modèle populaire dans les années 70. La pellicule était toujours à l'intérieur. Mercier savait que même après 25 ans, il existait des techniques pour développer d'anciennes pellicules. Ces photos pourraient révéler les derniers moments des 4 jeunes gens. Mais c'était le carnet bleu qui intriguait le plus Mercier. Il le sortit délicatement de son sac plastique protecteur. La couverture portait l'inscription « Sophie » écrite à l'encre argentée, presque effacée. C'était le carnet de Sophie Garnier, celui dans lequel elle notait ses pensées, ses observations. Le carnet que personne n'avait jamais lu, même pas Luc. Mercier l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient légèrement gondolées par l'humidité, mais lisibles. L'écriture fine et régulière de Sophie couvrait les pages. Il parcourut rapidement les premières entrées. Des réflexions sur ses cours, des poèmes, des descriptions de gens qu'elle observait dans la rue. Puis il arriva aux dernières pages, celles écrites juste avant la disparition. Ce qu'il lut le laissa sans voix. Le lendemain, le 11 octobre 2004, Mercier convoqua une réunion d'urgence avec son équipe. Il avait passé la nuit à lire et relire le carnet de Sophie. Certaines entrées devaient être analysées avec le plus grand soin. Elles révélaient une dynamique de groupe bien différente de celle que les familles et les amis avaient décrite 25 ans auparavant. La première entrée troublante datait du 10 juin 1979, un mois avant la disparition. Sophie écrivait « Luc est de plus en plus distant. Je sens qu'il me cache quelque chose. Quand je lui pose des questions, il change de sujet. Antoine m'a regardé étrangement aujourd'hui au café. Je ne sais pas quoi penser. » Le 23 juin, Marc et Antoine se sont disputés hier soir. Luc a dû les séparer. C'était à propos d'argent, je crois. Marc disait qu'Antoine ne comprenait rien aux vrais problèmes des gens. Antoine a répondu que Marc était jaloux. Je n'avais jamais vu autant de tension entre eux. Le 30 juin. Luc m'a demandé si je lui faisais confiance. Quelle question étrange. Évidemment que je lui fais confiance. Mais pourquoi me demander ça maintenant? Il a dit que parfois, il faut faire des choses difficiles pour protéger les gens qu'on aime. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Le 8 juillet, 6 jours avant la disparition, Antoine a reçu une lettre de son père. Il était furieux en la lisant. Il l'a déchirée en 1000 morceaux. Il a dit qu'il en avait assez d'être traité comme une déception. Marc a essayé de le calmer, mais Antoine a dit quelque chose de bizarre. Peut-être qu'il faudrait que je disparaisse pour qu'il comprenne.
Luc est devenu très sérieux et a dit « Ne plaisante pas avec ça ». Le 12 juillet, 2 jours avant, nous partons après-demain pour la randonnée. J'ai hâte de m'éloigner de la ville. Ces dernières semaines ont été étranges. Luc semble préoccupé par quelque chose qu'il ne veut pas partager. Marc est nerveux. Antoine oscille entre colère et mélancolie. J'espère que cette sortie nous fera du bien à tous. J'ai l'impression que nous avons tous besoin de parler, vraiment parler, loin de tout. Et puis, l'entrée finale, datée du 13 juillet, la veille de la disparition. L'écriture était moins soignée, comme si Sophie avait écrit rapidement avec émotion. Luc vient de me dire quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si je dois le croire. Il dit que c'est la seule solution. Marc et Antoine sont d'accord. Ils m'ont demandé si j'étais avec eux. J'ai peur, mais je les aime. Demain, tout va changer. J'espère que nous faisons le bon choix. Si quelqu'un lit un jour ces lignes, le reste de la page était vierge. Mercier convoqua immédiatement les familles. La rencontre eut lieu dans une salle de la préfecture de Marseille. Claudine Fontaine, maintenant âgée de 76 ans, arriva soutenue par une voisine. Elle tremblait de tout son corps. Jeannette Lefebvre, dans son état mental fragile, fut accompagnée par sa sœur. Henri Garnier, 68 ans, les cheveux complètement blancs, entra avec sa femme, Martine. Maître Chevalier, maintenant un homme de 72 ans, se présenta seul, son visage austère, ne trahissant aucune émotion. Mercier leur expliqua la découverte. Il montra les cartes d'identité, l'appareil photo. Claudine éclata en sanglots. « Où est mon fils? Où est son corps ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Henri Garnier, les mâchoires serrées, voulait savoir pourquoi le sac était si loin du sentier principal. Ont-ils été enlevés? Déplacés? Mercier hésita avant de mentionner le carnet. C'était une pièce à conviction importante, mais c'était aussi le journal intime d'une jeune fille. Finalement, il décida de leur lire certains passages, ceux qui pouvaient aider à comprendre ce qui s'était passé. Il omit les détails les plus personnels. Quand il termina, le silence dans la salle était pesant. Maître Chevalier fut le premier à parler. Cela suggère qu'ils ont planifié quelque chose. Mais quoi et pourquoi? C'était la question que tout le monde se posait. Mercier lança immédiatement plusieurs axes d'investigation. D'abord, développer la pellicule de l'appareil photo. Un laboratoire spécialisé à Paris accepta de tenter le processus délicat. Ensuite, organiser de nouvelles recherches dans la zone où le sac avait été trouvé. Si le sac était là, peut-être y avait-il d'autres indices, voire des restes humains. Le 14 octobre, 3 jours après la découverte du sac, une équipe de 20 gendarmes, accompagnée de chiens et d'experts en recherche forensique, quadrilla systématiquement la zone. Ils utilisèrent des détecteurs de métaux, des sondes pour vérifier le sol, des caméras thermiques. La technologie avait considérablement évolué depuis 1979. À 15h30, un des chiens signala quelque chose à environ 50 mètres du lieu où le sac avait été trouvé. Les experts commencèrent à creuser avec précaution. À 30 centimètres de profondeur, ils trouvèrent des vêtements décomposés, des semelles de chaussures de randonnée. Mais pas d'ossements, pas de corps. Mercier était perplexe. Ces vêtements semblaient avoir été enterrés délibérément, comme le sac. Mais où étaient les personnes qui les portaient? L'analyse des vêtements révéla qu'ils appartenaient bien aux 4 disparus. Des étiquettes encore lisibles, des objets dans les poches, un briquet appartenant à Marc, une montre arrêtée à 16h45 appartenant à Antoine, un bracelet que la mère de Sophie reconnut immédiatement. Le 18 octobre, les résultats du laboratoire parisien arrivèrent. Sur les 24 poses de la pellicule, 18 avaient pu être développées. Les premières photos montraient des scènes banales de la randonnée. Les 4 amis souriant au départ du sentier, des paysages de la forêt, un pique-nique sur des rochers, Sophie riant, Luc l'embrassant sur la joue, Marc faisant le clown, Antoine levant les yeux au ciel avec un sourire. Mais les dernières photos étaient différentes. Elles avaient été prises dans ce qui semblait être une petite clairière, entourée d'arbres denses. On voyait les 4 jeunes assis en cercle, leurs visages graves. Une photo montrait Luc tenant quelque chose qui ressemblait à une carte.
Une autre montrait Antoine, les mains sur le visage, comme s'il pleurait. La dernière photo développable était troublante. On y voyait le sac à dos rouge posé sur le sol, ouvert, avec les cartes d'identité étalées à côté. Mercier fit agrandir et analyser chaque détail de ces photos. Les experts en botanique examinèrent la végétation visible pour essayer de localiser précisément la clairière. Les géologues étudièrent les rochers à l'arrière-plan. Après plusieurs jours d'analyse, ils estimèrent que la clairière se trouvait dans un rayon de 2 kilomètres autour du lieu où le sac avait été découvert. Une nouvelle battue fut organisée. Cette fois, ils cherchaient spécifiquement cette clairière. Le 23 octobre, après 2 jours de recherche, ils la trouvèrent. C'était un endroit isolé, accessible seulement en quittant tous les sentiers balisés et en progressant à travers une végétation dense. Un endroit que personne n'aurait eu de raison de visiter en 25 ans. Dans la clairière, ils trouvèrent les restes d'un feu de camp ancien, complètement recouvert par la végétation. Et sous un amas de pierres plates, soigneusement disposées, ils découvrirent une boîte métallique. À l'intérieur, protégée par le métal, d'autres documents, des lettres, 4 lettres, une de chaque jeune, adressées à leur famille. Mercier lut les lettres dans son bureau, tard dans la soirée. Chacune était datée du 14 juillet 1979. Chacune expliquait une partie de la vérité que personne n'avait imaginée pendant 25 ans. La lettre de Luc commençait ainsi. « Cher papa et maman, si vous lisez ces mots, c'est que notre plan a réussi au-delà de ce que nous espérions, ou qu'il a échoué tragiquement. Dans les 2 cas, vous méritez de connaître la vérité. » Luc expliquait qu'au printemps 1979, Antoine avait appris quelque chose de terrible. Son père, maître Chevalier, était impliqué dans une affaire de corruption immobilière à Marseille. Antoine avait découvert des documents compromettants dans le bureau de son père, des preuves que maître Chevalier et plusieurs autres notaires facilitaient le blanchiment d'argent pour des organisations criminelles, en particulier pour le milieu marseillais contrôlant le trafic de drogue. Antoine avait été déchiré. Dénoncer son père signifiait détruire sa famille, probablement mettre sa vie en danger. Mais laisser ses activités continuer était moralement inacceptable. Il en avait parlé à Luc, son ami le plus proche. Luc avait conseillé la prudence. Ils avaient consulté Marc, qui avait suggéré de contacter la police anonymement. Mais Antoine savait que son père soupçonnerait immédiatement qu'il était la source de la fuite. Sophie avait été mise au courant plus tard. Elle avait proposé une idée folle, inspirée par un roman policier qu'elle avait lu. Et si Antoine disparaissait? Si on croyait qu'il était mort, il ne serait plus une menace pour personne, mais il pourrait transmettre les informations aux autorités de manière sécurisée. L'idée avait d'abord semblé absurde, mais plus ils y réfléchissaient, plus elle prenait forme. Il pourrait simuler une disparition collective lors d'une randonnée. Les recherches ne trouveraient rien. Après quelque temps, quand l'attention se serait déplacée ailleurs, Antoine pourrait transmettre les documents aux autorités compétentes de manière anonyme. Mais il y avait un problème. Si seul Antoine disparaissait, les soupçons se porteraient immédiatement sur les raisons. Si les 4 disparaissaient ensemble, cela ressemblerait à un accident tragique. Personne ne chercherait un mobile criminel. La lettre de Luc continuait « Nous avons pris cette décision ensemble, en pleine conscience. Nous savions que nous ferions souffrir nos familles. Cette pensée nous déchirait, mais nous pensions que c'était temporaire. Nous comptions disparaître pendant quelques mois, le temps que les documents atteignent les bonnes personnes et que l'enquête sur la corruption soit lancée. Ensuite, nous réapparaîtrions avec une histoire plausible. Peut-être que nous avions eu peur, que nous nous étions cachés. La lettre de Marc apportait des détails pratiques. Ils avaient planifié soigneusement. Ils avaient économisé de l'argent pendant des mois. Marc avait un cousin éloigné qui vivait en Belgique et qui avait accepté de les aider sans poser de questions. Le plan était de quitter la France, de se faire oublier pendant 6 mois, puis de rentrer progressivement. Le 14 juillet, ils étaient partis en randonnée comme prévu. Ils avaient marché jusqu'à cette clairière isolée. Là, ils avaient enterré leur carte d'identité, une partie de leurs vêtements, tout ce qui pouvait les identifier.
Ils avaient pris des photos pour documenter le moment. Ils avaient écrit ces lettres d'explication au cas où les choses tourneraient mal. La lettre de Sophie était la plus émotionnelle. « Chère maman, cher papa, je sais que ce que nous faisons va vous briser le cœur. Je sais que vous allez me chercher, pleurer pour moi, peut-être me croire morte. Cette pensée me tue. Mais nous faisons quelque chose d'important. Nous nous opposons à l'injustice. Et je ne pouvais pas laisser Luc faire cela seul. Je l'aime trop. » La lettre d'Antoine était la plus courte mais la plus poignante. « Père, j'espère qu'un jour vous comprendrez. J'espère que vous saurez que je ne voulais pas vous détruire. Je voulais juste que vous arrêtiez. Les documents sont en route vers la brigade financière. Quand ils arriveront, tout s'écroulera. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas être complice de vos crimes par mon silence. » Mercier posa les lettres, les mains tremblantes. Tout prenait un sens terrible. Ces 4 jeunes, avec leur idéalisme et leur naïveté, avaient cru pouvoir simuler une disparition, combattre la corruption, puis revenir tranquillement reprendre leur vie. Mais quelque chose avait mal tourné. Ils n'étaient jamais revenus. Le capitaine ouvrit les archives de la brigade financière de Marseille. Il chercha toute enquête pour corruption impliquant des notaires entre 1979 et 1980. Il trouva quelque chose. En novembre 1979, 4 mois après la disparition, une enquête avait été ouverte suite à une dénonciation anonyme. Des documents compromettants avaient été envoyés par la poste, sans indication d'expéditeur. L'enquête avait duré 2 ans. Elle avait abouti à l'arrestation de plusieurs personnes en 1981, dont 3 notaires marseillais. Mais Maître Chevalier n'avait jamais été inquiété. Les documents le concernant avaient mystérieusement disparu du dossier. Mercier compris. Chevalier avait utilisé ses relations, son influence, pour s'extraire de l'affaire. Les autres avaient payé, mais lui était resté libre. Mercier fit des recherches supplémentaires. Il découvrit qu'en septembre 1979, 2 mois après la disparition des jeunes, il y avait eu un fait divers étrange en Belgique. 4 corps non identifiés avaient été retrouvés dans un entrepôt abandonné près de Charleroi. Ils avaient été tués par balle. Les victimes semblaient être de jeunes adultes, entre 18 et 25 ans. Aucune identification n'avait pu être établie. L'affaire n'avait jamais été résolue. Mercier demanda l'exhumation de ces corps. Les analyses ADN, impossibles en 1979 mais routines en 2004, furent effectuées. Les résultats arrivèrent 3 semaines plus tard, en novembre 2004. Match positif. Les 4 corps correspondaient à Luc Fontaine, Marc Lefebvre, Sophie Garnier et Antoine Chevalier. La reconstitution finale prit plusieurs semaines. Mercier, aidé par des collègues belges, put établir ce qui s'était probablement passé. Les 4 jeunes avaient réussi la première partie de leur plan. Ils avaient quitté le massif de la Sainte-Baume par des chemins détournés, probablement dans une voiture qu'un complice les attendait. Ils avaient gagné la Belgique comme prévu. Le cousin de Marc les avait hébergés dans un petit appartement à Charleroi. De là, ils avaient posté les documents compromettants à la brigade financière de Marseille. Mais ils avaient fait une erreur fatale. Dans leur naïveté, ils n'avaient pas compris à quel point les gens qu'ils dénonçaient étaient dangereux. Maître Chevalier, en recevant les premiers signes de l'enquête, avait rapidement compris que son fils était derrière tout cela. Malgré la disparition, malgré les recherches, il avait deviné la vérité. Chevalier avait des contacts dans le milieu criminel marseillais, les mêmes gens pour qui il blanchissait de l'argent. Il leur avait demandé de retrouver les 4 jeunes. Les hommes de main avaient été efficaces. En quelques semaines, ils avaient localisé l'appartement à Charleroi. Le reste était tristement prévisible. Les 4 jeunes avaient été exécutés. Leurs corps avaient été laissés dans un entrepôt abandonné, sans papier, sans rien qui permette de les identifier. Les tueurs avaient pensé que sans identification, on ne ferait jamais le lien avec la disparition en France. Et pendant 25 ans, ce fut le cas. Mercier confronta Maître Chevalier en décembre 2004. L'homme avait maintenant 72 ans.
Quand Mercier lui présenta les preuves, les lettres, les résultats ADN, Chevalier resta silencieux pendant un long moment. Puis il demanda un avocat. Le procès eut lieu en 2006. Maître Chevalier fut accusé de complicité de meurtre, de corruption, de blanchiment d'argent. Les preuves étaient accablantes. Les lettres trouvées dans la boîte métallique, les documents d'origine qui avaient déclenché toute l'affaire, conservés dans les archives de la brigade financière, les témoignages d'anciens associés qui, 25 ans plus tard, acceptèrent de parler. Pendant le procès, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chevalier s'effondra à la barre. Pour la première fois en un quart de siècle, il laissa tomber son masque d'homme froid et contrôlé. Il pleura. Il admit tout. Non seulement ses crimes financiers, mais aussi le fait d'avoir ordonné la localisation de son fils, sachant très bien ce qui se passerait ensuite. « Je voulais le protéger, » dit-il d'une voix brisée. « Je voulais l'empêcher de parler, pas le tuer. Mais j'ai contacté les mauvaises personnes. Quand j'ai appris ce qui s'était passé en Belgique, j'ai compris. Mais il était trop tard. Pendant 25 ans, j'ai vécu avec cette vérité. Pendant 25 ans, j'ai fait semblant de chercher mon fils. Alors que je savais qu'il était mort par ma faute. Il fut condamné à 20 ans de prison. Il mourut 2 ans plus tard, en 2008, d'un cancer. Avant de mourir, il écrivit des lettres aux 3 autres familles, des lettres dans lesquelles il leur demandait pardon pour avoir causé la mort de leurs enfants. Les corps furent rapatriés de Belgique en France en janvier 2005. Claudine Fontaine put enfin enterrer son fils. Elle mourut 3 mois plus tard, paisiblement dans son sommeil, comme si elle avait attendu ce moment pour pouvoir partir. Jeannette Lefebvre assista aux funérailles de Marc dans un état de semi-conscience, ne semblant pas vraiment comprendre ce qui se passait. Elle décéda l'année suivante. Henri et Martine Garnier purent enfin faire leur deuil. L'enterrement de Sophie fut une cérémonie émouvante, à laquelle assistèrent des centaines de personnes. Henri prit la parole, remerciant tous ceux qui n'avaient jamais cessé de chercher, de croire. Il dit que malgré la douleur, il était soulagé de connaître enfin la vérité, de savoir que sa fille n'avait pas souffert seule et abandonnée, mais qu'elle était morte en défendant ses convictions. Le carnet bleu de Sophie fut publié en 2007, avec l'accord des familles. Les bénéfices furent reversés à la fondation créée par Maître Chevalier pour les familles de disparus, fondation qui continua d'exister, gérée maintenant par d'autres personnes, accomplissant un bien réel, malgré les circonstances tragiques de sa création. L'histoire des 4 amis de Marseille devint un symbole du courage de jeunes gens, prêts à tout sacrifier pour leurs principes, mais aussi un avertissement sur les dangers de l'idéalisme sans expérience, sur la sous-estimation de la violence dont sont capables certaines personnes. Aujourd'hui, une plaque commémorative se trouve dans le massif de la Sainte-Baume, près de la Clairière, où ils avaient enterré leurs identités. Elle porte leur nom et une citation du carnet de Sophie. Parfois, il faut avoir le courage de faire ce qui est juste, même quand le prix est terrible. Cette histoire nous montre comment l'idéalisme de la jeunesse, aussi noble soit-il, peut se heurter brutalement à la réalité de la corruption et de la violence. 4 jeunes gens ont cru pouvoir combattre l'injustice et s'en sortir indemnes. Leur courage était réel, leurs intentions pures, mais leur compréhension du danger tragiquement insuffisante. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous agi différemment à leur place? Avez-vous remarqué les indices dans le carnet de Sophie qui montraient qu'il planifiait quelque chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun autre cas comme celui-ci. Laissez un like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles et complexes.